Bienvenue à tous, c'est un épisode, une série d'épisodes que j'enregistre à Toan Tech et aujourd'hui je reçois des invités pour explorer des sujets autour de la culture produit mais aussi de l'accompagnement ou de la carrière des développeurs. Et aujourd'hui je reçois en particulier Quentin de la Mobilerie. Oui, salut. Salut. Moi c'est Quentin de la Mobilerie. Tu es Quentin Klein sur les réseaux ? Oui, tout à fait. Et donc du coup la Mobilerie, c'est un des tout premiers clients de We Love Devs. Vous recrutez encore en ce moment sur We Love Devs ? Je pense qu'on a encore des offres ouvertes sur We Love Devs. Je suis sûr qu'ils en ont mis récemment. C'est possible. Et je suis assez curieux de savoir comment la boîte a changé aussi parce qu'elle a vachement évolué en 5 ans. Ouais, carrément. Donc, le premier truc c'est prenons des nouvelles de la Mobilerie. Vous allez comment ? On va bien. En vrai, on va plutôt bien. Moi, je suis arrivé il y a 3 ans, donc je pourrais te faire un petit résumé des 3 dernières années, mais pas des 5. Mais on va bien. À la base, il y avait une agence à Lille, en gros. Et en 3 ans, là, on a bien développé l'agence de Tours. Et là, assez récemment, depuis à peu près 1 an, on a lancé l'agence de Paris. Donc, c'est un contexte plutôt cool, sinon on ne lancerait pas d'agence. Et malgré tout, on a tous été aussi impactés par la crise qu'on a vécue, mais en fait, nous, on l'a pas mal vécu, quoi. On a réussi à mettre en place des bonnes choses pour faire en sorte qu'on la traverse sans trop souffrir, quoi. Donc, franchement, on se porte plutôt bien. Ok, vous êtes combien ? On est une 50aine. Quand même. Aujourd'hui. Ouais. On se porte plutôt bien. Tu sais, en fait, c'est un peu comme quand tu demandes, tu recroises quelqu'un après les fêtes, tu lui dis ah ouais, je me porte plutôt bien. Tu lui dis tu pèses combien ? Un bon poids quand même. Tu vas faire quand même. Ça, un bon poids, ouais, c'est ça. Tu fais plus de sport, non, j'ai arrêté. C'est ça où t'as l'air moins gros en vrai, tu sais, genre. Et la volonté de s'étendre géographiquement, c'est pour garder des petites équipes ou c'est pour avoir des nouveaux territoires ? Quelle est la volonté derrière ça ? Je pense que c'est plutôt une question de territoire. Après, il y a les bassins économiques aussi. La volonté de garder des petites équipes, je pense pas qu'elle soit là. On a une volonté de croissance comme n'importe quelle société. Après, il faut pas croître n'importe comment non plus. Mais c'est plutôt une volonté de s'étendre sur le territoire et d'avoir d'autres bassins économiques, d'avoir d'autres types de projets, d'autres types de clients, etc. Même si, maintenant, avec beaucoup de remote et télétravail, c'est un peu moins vrai qu'il faille être vraiment précisément sur le bassin pour pouvoir le développer. C'est toujours mieux quand même d'y être physiquement parce que tout simplement les clients te remarquent mieux et tu peux participer aussi typiquement aux événements locaux aussi, quoi. Enfin, là on est au Tour & Tech, c'est aussi parce qu'on est une agence à Tours, parce que du coup on connaît, on participe à l'activité de tech de la ville, quoi, et du bassin. Est-ce que donc du coup c'est la présence locale pour les clients, c'est important, mais est-ce que du coup vous êtes amené à travailler sur des projets entre équipes, ça arrive d'avoir des projets transversaux aux agences, quoi? Ouais, complètement, ça arrive même très très souvent et de plus en plus depuis 2 ans, depuis 2020-2021. Et où on a beaucoup de projets qui sont communs, surtout entre Lille et Tours, et un peu là entre Paris et Tours. Il y a moins de projets entre Lille et Paris, bien que c'est... Enfin, il y en a en fait. Donc, non, mais je réfléchis en même temps, je réfléchis au projet. Alors, ouais, c'est vraiment, il y a un côté... on fait tous les développeurs aujourd'hui de la mobilerie, comme on est pas non plus 4500, on peut être amené à travailler sur tous les projets de la mobilerie, en fait. Même si on a des agences locales, il y a un côté... une seule boîte, quoi. Parce que Tours, pour ceux qui visualisent pas, on est à 45 minutes de Paris en TER. Ouais, c'est à la limite, en vrai, 1 heure de TGV, c'est plus loin. Les Tourangeaux sont plus proches que les Lillois de Paris. Ouais, c'est vrai. D'ailleurs, il y a 1 heure de TGV pour faire Lille-Paris et 1 heure de TGV. Et ça coûte moins cher le TER. Ah, punaise, le TER. Ouais, c'est plus long. C'est plus long. Ok, mais alors du coup ça m'amène à une autre question. Vu que vous vous considérez comme une seule entreprise, ça vous a permis d'avoir ce qu'on appelle la pyramide de compétences. Enfin, je veux dire, toi t'es un Lillois et aujourd'hui t'es à Tours. Est-ce que vous avez l'opportunité d'avoir du coaching ou du transfert de compétences ? Est-ce que vous avez l'opportunité de faire bénéficier de vos référents techniques à l'ensemble des équipes ? Ouais, totalement. Si tu veux, là, moi en plus je suis lillois, mais en fait en vrai depuis un peu moins d'1 an, je suis rattaché à l'agence de Paris. Je suis tech leader de l'agence de Paris. Et en fait, on travaille pas forcément pour l'accompagnement technique, on travaille pas forcément en géographie, mais plutôt en compétences. C'est-à-dire que à Lille, on a des référents techniques qui sont là sur le web, sur le mobile, etc. Et en fait, ils vont pouvoir coacher et accompagner des gens de la même techno, peu importe l'agence sous laquelle ils sont, quoi. Il y a vraiment un côté facilitant là-dessus, et nous, on n'a pas du tout un côté
comme tu es à Lille, tu dois forcément être coaché techniquement par quelqu'un de Lille. C'est vraiment, tu seras coaché techniquement par la meilleure personne qui sera amenée à t'aider sur cette techno, quoi. Ouais, ça a du sens. Du coup, les pôles de compétences que vous avez, c'est sur le mobile natif, le mobile... Ouais, on a mobile natif, mobile hybride, et tout ce qui est web, surtout côté front et back, voilà. Donc on a un peu tout ça. On commence à regarder un peu ce qui se fait côté cloud, etc. Enfin, au sens plutôt ops, mais on regarde pour le moment. On n'y est pas encore. On n'a pas encore de compétences là-dedans. Est-ce que vous avez choisi une religion pour le mobile hybride? Presque. Presque. J'ai envie de te dire Flutter parce que c'est ma religion, mais si je fais ça, Nicolas Zurini va m'en vouloir. Moi, j'ai l'impression que les devs Android, ils aiment Flutter. Ouais, j'ai l'impression, je sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression que les devs Android aiment Flutter et que les devs iOS aiment React Native. En même temps, React Native est vraiment iOS first. Franchement, le rendu est mieux sur iOS toujours en premier. Et Flutter est plutôt Android first parce que le thème de base c'est matériel, etc. Je pense que ça doit peut-être jouer, mais en fait, c'est ça. Ouais, maintenant qu'on l'a dit, ça a l'air plutôt évident. Ouais, carrément. Mais on n'a pas forcément de religion, on a les deux. Et aujourd'hui, dans les projets, globalement, souvent, on propose les deux et c'est plutôt le client qui choisit. Nous, on arrive à faire carrément la même chose avec les deux. Donc, c'est. On va faire carrément la même chose avec Flutter et React Native. J'ai l'impression que c'est deux technos tellement différentes. Bah, pour la plupart des apps que tu vois et que les clients ont envie, souvent, tu peux le faire un peu avec la techno que tu veux, quoi. Il n'y a pas non plus des choses incroyables, c'est des listes, des affichages d'images, des requêtes HTTP. Enfin, il n'y a pas une techno qui va sortir du lot. Il y en a un qui va arriver en disant je veux faire un jeu. Bah là, tu te dis bon, je vais peut-être pas le faire. Je vais peut-être le faire en Unity. Tu vois, elle sort un peu du lot parce que elle target cette cible-là, alors que pour les autres technos mobiles, ça target rien, quoi. Tu fais une app. T'as fait de la veille techno sur les dernières années. C'est quoi les sujets sur lesquels tu as eu envie de t'investir? Parce qu'à la base, toi, tu faisais du dev Android, ensuite du back-end. Ouais, moi j'ai fait pas mal de choses. En fait, typiquement, la veille techno que j'ai fait sur les dernières années, c'était je me suis beaucoup intéressé à Flutter et à Firebase. Et en fait, le fait d'avoir fait ça fait qu'aujourd'hui, on travaille activement avec ces deux technologies-là, quoi. Donc, c'est des choses sur lesquelles on a investi. Et donc, c'est arrivé par, entre guillemets, la veille techno de quelqu'un qui regarde dans son coin, qui en parle. Et la société se dit, du coup, c'est intéressant de creuser. Du coup, on fait un peu plus de veille techno jusqu'à réussir à pouvoir le proposer, l'intégrer dans des projets, quoi. Et aujourd'hui, c'est deux technos qu'on intègre dans des projets, qu'on intègre pour des clients et qu'on utilise au quotidien. C'est quel type de client sur lequel tu peux intégrer du Firebase? J'imagine sur des grands retailers, ça marche pas? J'en doute. Et encore... on est obligé de l'intégrer pour faire des pushs. En vrai, encore, je suis pas convaincu qu'ils l'intègrent pas tous. Ouais, il y a les pushs, il y a tout ce qui est la suite Crashlytics qui permet de remonter des logs, et je me dis, bon, la facilité d'activer cette chose-là fait que c'est quand même pratique. Mais en fait, tu peux l'intégrer un peu sur les clients qui n'ont pas forcément envie de se prendre la tête avec la gestion de tout un bac ou de la gestion de tout ce qui est redondance, etc. et qui veulent quelque chose de très clé en main, quoi. Et finalement, ces suites comme AWS ou Firebase par Cloud, il y a vraiment un côté facilitant. Ouais. T'as pas de dev backend chez toi, c'est pas grave. Il y a personne qui va devoir se lever à 2h du matin parce que t'as un pic de requêtes et qui va devoir lancer une autre VM ou j'en sais rien. Et du coup, voilà. Je me dis, c'est des bonnes technos. C'est le serverless que tu décris? Ouais, c'est ça. Et je me dis, est-ce que c'est du serverless s'il y a personne qui doit se lever le matin pour démarrer une VM? En tout cas, toi, tu dois pas te lever le matin. Tu vois. Ouais. c'est plutôt ça qui est intéressant pour eux. C'est pas tant que personne se lève, c'est que eux, ils le voient pas s'il y a quelqu'un qui se lève. Ouais. Et c'est très rationnel, effectivement. C'est ça. Je réfléchis parce que pendant longtemps, on a parlé du back-end as a service. L'idée d'avoir un peu ce espèce de back-end qui nous permet de maîtriser toute la base de données, etc. Maintenant, c'est le serverless où il n'y a pas la base de données. Est-ce que vous, dans Firebase, c'est les Cloud Functions que tu utilises beaucoup? Ouais. Est-ce que c'est Firestore? En vrai, ça dépend du projet. Et tu peux soit mettre tous tes œufs dans le même panier et tout utiliser, soit pas, quoi. Et selon les projets, en vrai, tu utilises. C'est rare d'utiliser une partie de la fonction, enfin une partie de la solution, tu l'utilises si, par exemple, quand tu vas faire juste du push et de la remontée d'analytics. Et en fait, à partir du moment où tu commences à intégrer de la base de données avec le Firestore, tu vas forcément faire une ou deux fonctions qui vont traîner par là pour adapter des choses. Donc tu commences à utiliser de plus en plus de la suite, quoi.
mais parce qu'elle est faite pour ça en fait. Et puis ça marche. Et ça marche, c'est ce qu'on lui demande. Ok, c'est cool. Firebase, c'était pas le sujet. Le sujet, c'était... Ouais. C'est quoi, d'après toi, pas d'après la mobilerie, d'après toi, c'est quoi un bon projet de carrière? À quel moment tu sens que tu as un bon projet de carrière? Ouais, je vois bien. Alors c'est compliqué d'y répondre parce que je suis pas convaincu d'en avoir un à titre perso de bon projet de carrière. En fait, non mais pour moi c'est quoi ton projet en fait de carrière? C'est ça. C'est quoi mon projet de carrière? J'en sais rien en fait. Moi, le but dans ma vie, c'est de continuer. Je pense le métier donc dans la tech, notamment dans le développement. Pour moi, à titre perso, c'est de continuer à toujours apprendre des choses et à se renouveler. Et en fait, il y a un côté un peu création artisanat, et tant que j'arrive à trouver des nouveaux outils qui m'intéressent, sur lesquels je vais avoir l'impression de progresser et de toujours continuer à créer des choses, et ben ça me va quoi. Et je dirais que si je devais donner un projet de carrière, ce serait de continuer à faire ça et de toujours aller un peu plus loin, un peu plus vite dans toutes ces choses-là quoi. Donc toi, tant que tu as la sensation d'apprendre, c'est ça ta sensation de progresser? Ouais, je pense, parce que le fait d'apprendre fait qu'au bout d'un moment, tu vas aussi passer du côté des sachants et tu vas pouvoir transmettre cette compétence. Enfin, il y a un côté, il y a toute une phase où toi, tu ne connais pas, tu apprends et en fait, tu profites de ceux qui ont appris avant toi, de la documentation que tu vas trouver ou de choses comme ça. Et au bout d'un moment, tu vas passer du côté de ceux qui vont en fait transmettre. Et en fait, c'est un cycle, c'est une boucle. Et tant que tu continues dans cette boucle, eh ben, je trouve que c'est intéressant. Ça me va. Est-ce que c'était ton projet de carrière de passer du côté des sachants? Est-ce qu'il y avait des étapes Est-ce que toi, quand t'es sorti de l'école, c'était ça ton projet? Est-ce que non, pas. Enfin, j'en sais rien. Moi, je suis pas quelqu'un qui voit beaucoup à l'avance. En vrai, j'ai pas de. Enfin, si on m'avait posé la question, tu te vois où dans 3 ans, j'aurais répondu probablement que je ne savais pas. Non, mon projet, c'était de faire des choses. Pour être tout à fait franc avec toi, mon projet quand je suis sorti d'école, c'était de faire des choses que j'avais jamais fait. Ouais. Et donc c'est comme ça que je suis arrivé dans le mobile, parce que j'avais fait très très peu de mobile quand j'étais à l'école. On avait fait probablement un ou 2 cours d'Android. Et les modules d'Android étaient chouettes. Hein. Ouais, le prof était chouette aussi. Mais je comprends. Je réfléchis, hein, du coup. Du coup, est-ce qu'il y a des différents rôles au sein de la mobilerie? Est-ce que toi, tu m'as dit que tu étais référent technique aujourd'hui? Est-ce qu'il y a... Vous avez une organisation avec des rôles, avec un parcours de carrière qui est un peu dessiné? Ouais, alors, oui et non. On a des rôles, on n'a pas encore de parcours de carrière très bien dessiné. C'est un des chantiers qu'on doit travailler sur cette année 2022. Mais en fait, il y a des rôles un peu naturels qui se font. C'est-à-dire, il y a des gens qui sont dans des pôles technologiques. Peu importe, je vais dire du React ou du Vue ou du Android natif ou j'en sais rien, que sais-je. Et grosso modo, il y en a qui vont juste avoir envie d'être très très performants et de devenir experts dans cette techno et de pas trop s'ouvrir à d'autres choses. Et c'est très bien, c'est de l'expertise. Il y en a qui vont avoir envie de tester un peu plein d'autres choses sur le côté, enfin toujours relativement proche de leur techno, et du coup de pas forcément devenir très expert, mais de savoir faire un petit peu plein de choses qui gravitent autour. Et c'est très bien aussi. Et en fait, grosso modo, par rapport à ces deux choix, je sais pas s'il y en a d'autres ou pas, j'en sais rien. Pour le moment, moi, c'est les deux que je visualise. Ceux qui sont dans l'expertise vont avoir plus tendance à derrière pouvoir sur cette techno coacher d'autres personnes. Et c'est pareil, c'est un choix. S'ils se sentent à l'aise pour accompagner les juniors, pour accompagner ceux qui ont besoin, tant mieux. S'ils se sentent pas à l'aise, on va pas non plus forcer les gens, quoi. Donc soit se diriger vers l'expertise, soit l'autre chemin, c'est pour moi, il y a un côté, tu veux pas te diriger vers l'expertise, tu veux plutôt continuer à un peu, une fois que tu as compris le principe de la chose, à apprendre une autre chose, puis apprendre une autre chose, puis apprendre une autre chose, un peu savoir un peu tout faire, sans rentrer dans les vraiment le côté très pointu de la techno. Je sais pas si c'est... Du coup, tu deviens full stack. Ouais, encore, il y en a qui vont le faire que sur du front, mais ils vont par exemple maîtriser un peu, ils vont savoir faire un peu d'Angular, un peu de Vue, un peu de React, et en fait ils vont savoir toucher plus ou moins à tous les frameworks. Mais par contre, s'il y a vraiment un truc ultra compliqué sur un de ces frameworks, et ils vont se référer à celui qui lui a choisi de rester sur Vue, mais de pousser Vue à fond la caisse, quoi. Ouais, en fait je réfléchis parce que il y a limite un parallèle qui peut se faire dans le bon des RH, c'est
Chez Apple, c'est décrit dans le livre Radical Candor, avec l'accent anglais. Chez Apple, ils ont une notion des Rising Stars, donc les gens qui veulent progresser vite dans leur carrière, tu vois. Ok. Et qui vont pas forcément être la meilleure personne au poste tout le temps, mais qui vont chercher à monter tout le temps. Et des gens qui veulent rester à leur poste et qui vont essayer de devenir le meilleur contributeur pour leur poste. Et donc ils essaient de valoriser autant la Rising Star que la Rock Star. Ouais, je vois très très bien. Et d'ailleurs, ils appellent Rockstar, du coup, celui qui veut rester solide comme un rock. Solide comme un rock, ouais. Bah, c'est malin. Je pense que ça. En plus, il y a un côté qui t'évite une loi de Peter qui est un peu horrible, quoi. Où si tu t'entêtes à vouloir faire progresser verticalement des gens qui n'en ont pas forcément envie ou qui se sentent pas de le faire, si tu veux le faire trop vite et qu'eux sont pas prêts, en fait, finalement, ils se sentent mal à l'aise au poste dans lequel ils sont. Et c'est le côté un peu dommage des entreprises d'aujourd'hui, en tout cas, à mon sens, c'est que c'est facile de monter, mais d'accepter qu'en fait, t'es à un poste qui te représente pas et de redescendre, c'est plus compliqué, quoi. Ouais. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, t'es référent technique pour une agence, mais pas sur un sujet, du coup, t'es pas un expert. Si alors ouais, si sur le, tu vois, typiquement si je prends mon cas en particulier, je suis du coup un tech leader entre guillemets sur l'agence du coup de Paris, ce qui fait pourquoi j'ai ce rôle là, c'est parce que tu vas en clientèle typiquement, voilà, et que j'ai une culture qui me permet de sur ce côté gravitation, de comprendre que les projets web, les projets mobiles, enfin, je peux un peu comprendre tous les projets. Ça veut pas dire que je vais les exécuter, parce qu'en fait, il y a des gens qui sont probablement, c'est même pas probablement, il y a des gens meilleurs que moi dans quasiment toutes les technos qu'on fait à la mob. Et en fait, tant mieux, quoi. Tant mieux, parce que du coup, c'est certaines de ces personnes qui vont réaliser les projets pour les clients. Et du coup, c'est des profils ultra complémentaires. Que je trouve bien, et à côté de ça, de ce truc là, moi j'essaie quand même de me spécialiser à fond sur ce côté Flutter et Firebase, parce que c'est juste que ça m'éclate, quoi. C'est juste que la techno m'intéresse et que je trouve ça rigolo de jouer avec, et encore une fois c'est ce côté, si je faisais que une sorte de commercial technique et que je faisais plus de création, ça me manquerait, il y aurait un côté, je perdrais ce côté créatif, et je trouve ça dommage, donc je continue de le faire. Du coup, il y a peut-être un parcours de carrière qui se dessine dans le développeur polyvalent. En fait, il y a un parcours de carrière qui se dessine. Une fois qu'il a fait ses armes, il peut aller faire référent technique en clientèle, quoi. Ouais, je pense que ça a du sens. Encore une fois, il faut le vouloir, mais cette culture que tu acquiers en regardant plein de choses fait que tu peux comprendre les besoins des gens pour y répondre, quoi. Il y a des boîtes où ils appellent ça des customer solutions ou des solution engineers. On trouve des termes pour tout. Des architectes solutions. C'est vraiment le siècle des termes. Je crois que dans l'industrie, on appelle ça des ingénieurs développement. C'est des ingénieurs dans les équipes commerciales. Peut-être, ouais. Peut-être. Et c'est 90 nuances de titres de poste. Ouais, carrément, c'est ça. Puis chaque boîte va avoir ses types de postes et va les appeler différemment. Enfin, quelle belle époque. Pour les gens qui connaissent pas pour les gens qui connaissent pas la mobilerie, qu'est-ce qui vous distingue des autres boîtes encore ? Alors pour les gens qui connaissent pas la mobilerie, c'est ce qu'on va appeler aujourd'hui, pour parler des termes, c'est ce qu'on veut être, c'est une néo-ESN, dans le sens où c'est une ESN, et en fait on essaie de pas être juste ça. C'est-à-dire notre but aujourd'hui, c'est notre business model, c'est une ESN. On fait des services du numérique, et on travaille donc pour des clients qui achètent ces services, donc soit de faire des applications, soit d'avoir des gens qui vont venir travailler sur les leurs, etc., etc. Et à côté de ça, on essaye du coup nous aussi de développer l'humain à l'intérieur et de pas avoir ce côté qui peut parfois être vu et qui est moins vrai peut-être aujourd'hui dans certaines boîtes de chair à canon, quoi, au niveau des ESN. Donc nous on essaie de casser ce système-là pour vraiment dire ok, on fait des services du numérique, on est une ESN, mais en fait on n'est pas que ça, on est aussi humain que les autres, et on fait aussi de l'évolution de carrière, et il n'y a pas ce côté tu es un numéro, il y a ce côté quand tu viens chez nous, c'est pour y rester le plus possible et progresser avec nous et en fait tous grandir, quoi. Tu nous fais grandir et on te fait grandir, quoi. Comment tu reconnais dans le recrutement, ou même avant le recrutement, tu vois, avant le process, comment tu reconnais quelqu'un qui sera un collaborateur de la mobilerie, tu vois, qui peut-être qu'il a une attitude, il a des sujets qui l'intéressent, tu vois?
Ouais, carrément. Alors, typiquement, nous, dans nos phases de recrutement, on le fait souvent en 3 phases. Il y a un côté, la première étape, c'est on va juste plus ou moins présenter la mobilerie pour voir déjà si le discours intéresse la personne, parce qu'il y en a qui aiment potentiellement pas ce qu'on fait. Alors, c'est quoi le pitch de la mobilerie en 3 minutes? Le pitch de la mobilerie en 3 minutes, c'est un peu ce que je viens de te dire, quoi. C'est ce côté, on est une ESN, tout en faisant en sorte de progresser, de progresser avec les personnes, de progresser avec l'humain. En fait, on essaie vraiment de remettre l'humain au cœur du truc, quoi. Parce que finalement, en fait, ce qui fait une entreprise, c'est pas son bilan comptable, c'est les hommes et les femmes, enfin, hommes avec un grand H, qui la composent, quoi. Ouais. Et du coup, nous, on veut vraiment remettre ça au cœur de la boîte. Ouais. Et que les décisions viennent pas d'une direction ou autre, mais qui viennent des développeurs qui la composent. Tu as une décision technique, c'est les devs qui font partie de la boîte qui la prennent, quoi. Tu as une envie de carrière ou une envie de faire un projet. En fait, c'est les devs qui vont, c'est ceux qui travaillent dessus qui prennent les décisions. En fait, c'est vraiment de remettre ce côté, le pouvoir de la boîte vient plutôt de ceux qui la font que un côté top-down, quoi. Je sais pas si c'est clair ce que je raconte, mais... Tu parles presque de gouvernance. Ouais, carrément, je parle presque de gouvernance. Tout à fait. Ok. Alors attends, vas-y. Maintenant, la première phase, c'était la première phase. La deuxième phase. Il y a bien d'autres choses, mais voilà. La deuxième phase, c'est un entretien technique. Je mets des guillemets sur le... Enfin, on le voit pas d'ailleurs, c'est un peu sur le côté entretien technique, où en fait, idéalement, tu vas rencontrer une ou deux personnes qui sont des développeurs. Qui font probablement la même techno que toi tu fais. Alors, ce qui se passe globalement, c'est que si tu postules pour l'agence de Lille, tu vas rencontrer probablement le tech leader de Lille et un développeur qui fait le même métier que toi à Lille. Paris, tu vas rencontrer le tech leader de Paris, en l'occurrence moi, et un développeur qui fait le même métier que toi, etc. Et on va plutôt discuter ensemble de ton parcours, de ce que tu as envie de nous raconter, des technos, de comment tu les utilises, et en fait créer une discussion. Et c'est là où en fait on va valider plus ou moins techniquement la personne. Et souvent on fait pas de tests techniques. En fait c'est très 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 rare qu'on fasse des tests techniques. On le fait si vraiment on a un très gros doute par rapport à la discussion qu'on a eue. Et donc ça va nous permettre de valider techniquement une personne. Là où tu vas me poser la question, c'est comment on valide techniquement, c'est la question que tu m'avais posée juste avant. C'est plutôt du feeling, quoi. Il y a vraiment un côté est-ce que je travaillerai avec cette personne qui vient de me raconter, est-ce que voilà, on a pris un café ensemble qui était un entretien, ça aurait pu être un café qu'on prend n'importe où, est-ce qu'on se projette à se dire je ferai un projet avec cette personne, quoi. Je ferai un bout de chemin avec elle, il y a moyen, quoi. Elle peut m'apprendre des trucs, je peux lui apprendre des trucs. Et en fait, est-ce que si demain la personne est sur un projet et que je lui dis attends, là le code c'est pas comme ça qu'on fait d'habitude, est-ce que tu veux bien refaire avec moi? Est-ce que cette personne va le prendre bien? Est-ce que ça va bien se passer, quoi? Carrément. Et même, est-ce qu'elle va avoir... est-ce que si on fait ce projet-là, est-ce qu'elle va être capable aussi de me le dire à moi, quoi? Est-ce qu'elle va pas se laisser porter? Enfin, il y a un côté... voilà, est-ce que ça va être un vrai échange? Est-ce que c'est une personne qui va s'intégrer techniquement dans ce côté, dans ce qu'on fait, quoi? Un des premiers secrets pour réussir cet entretien, c'est de passer un bon moment. Exactement. En fait, c'est d'être franc. Si tu veux, ce qu'on se dit dans cet entretien technique, c'est que on rencontre une personne avec laquelle on va être amené à travailler probablement tous les jours pendant un certain temps, quoi. Et donc autant que ça se passe bien, autant qu'on soit en phase et qu'on sache se dire les choses. Et grosso modo, c'est souvent vraiment une discussion cool, quoi. C'est pas un entretien comme la caricature qu'on peut voir encore des fois de vouloir piéger la personne, de vouloir vraiment la pousser en ses retranchements. Enfin, ça n'a aucun intérêt. C'est quelle image ça donne de la boîte, surtout que derrière tu fais pas ça, quoi. Donc nous, l'idée c'est vraiment dès l'entretien, en fait, on te montre qui on est, tu vois, et comment on fonctionne. Et derrière, du coup, si on va être techniquement, dernier entretien, c'est avec la personne qui dirige l'agence dans laquelle tu postules. Qui s'appelle pas toujours Nicolas. Qui s'appelle pas toujours Nicolas, d'ailleurs. À Lille, c'est Fabrice, à Paris, c'est Lisa, tu vois. Et du coup, qui s'appelle pas toujours Nicolas, c'est vrai qu'on a beaucoup de Nicolas dans la boîte. et du coup, c'est plutôt pour valider qu'on est tous bien d'accord et par les propositions, quoi. Ok. Moi, ça me va. Je retiens le mot franc. Ouais. Je pense que tu l'as utilisé d'une manière où beaucoup de gens auraient dit transparent à la place, plutôt. Et je trouve qu'il est plus sincère, le mot franc. Ouais. Ouais, je sais pas. Je pense que les deux, les deux peuvent s'interchanger, mais la franchise, c'est vraiment important, quoi. Parce que
moi, typiquement à titre perso, je parle du principe qu'on est tous des grandes personnes et qu'il faut savoir se dire les choses et les entendre et que toute critique peut être constructive. En fait, il y a le fond et la forme. Et en fait, faut faire plus attention à la forme une fois que tu as compris que le fond n'était jamais péjoratif, quoi. Ah, je viens de me dire, on a ouvert les fenêtres, on n'a pas fermé le chauffage. Ouais. Je pense que c'est chauffage collectif à Polytech. Probablement. Moi, ça me va, je comprends bien le process de recrutement. Et alors, du coup, en tant que tech lead, est-ce que tu fais des entretiens, des one-one ou du coaching avec des devs ou des techs? Alors, ça m'arrive. En fait, ça va dépendre du projet en lui-même, hein, mais sur les projets sur lesquels moi je suis amené à travailler, on fait énormément ça, quoi. Il y a vraiment ce côté pair programming, prendre le temps de travailler ensemble. Là, je te parle d'un moment où on parle pas du projet, ou un moment où tu prends du temps pour aider une personne dans son projet au sein de la boîte, quoi. Ouais, ça m'arrive même sur les projets où je suis pas, c'est ça que je veux dire. Alors, sur les projets où je suis, encore plus, parce que finalement, je passe du temps comme n'importe quel développeur du projet ou développeuse du projet. C'est quoi tes questions d'ouverture en one-one? Est-ce que tu as une espèce de guide, de structure d'entretien? Pas du tout. Pas du tout. Vraiment pas du tout. Moi, je fais vraiment tout vraiment comme une discussion. J'ai pas de plan que je suis ou de structure que je suis. Tout le monde n'est pas comme ça à la Montpellier. Hein. Encore une fois, c'est moi qui fonctionne comme ça parce que en fait, je suis jamais les plans. Je ne suis pas le plan. Je ne suis pas le plan. Après, un entretien semi-structuré. Et ouais. Il y a des points d'étape. Faudrait que mais non, souvent on commence par discuter. La discussion engendre une question qui va engendrer une autre question, qui va engendrer une autre question, et ainsi de suite. Et il y a un sujet qui est intéressant, hein, c'est que le projet de carrière, c'est une conversation. Et tu l'as dit dans le processus de recrutement, la deuxième étape, c'est d'arriver à ouvrir la conversation. Donc si vous arrivez à l'ouvrir la conversation pendant le recrutement, vous allez arriver à la garder après, quoi. Ouais, je pense. Il y a vraiment un côté. En fait, faut que tu te sentes à l'aise de parler de tout, quoi. Et principalement de ce que tu as envie de faire, de ce qui te plaît, de ce qui te plaît pas. Et en fait, c'est ça aussi qui va construire ton projet de carrière. C'est si tu arrives à être explicite sur ce qui te tente et sur ce qui te tente pas du tout. Bah nous, ça va aussi nous permettre de dire, si par exemple la personne elle va dire, moi je fais du front depuis des années, mais j'aimerais bien faire un peu de back, c'est vrai que ça m'intéresse, etc. Nous, ça va être aussi l'occasion de comprendre ça et de pouvoir trouver des moyens, des leviers pour faire progresser cette personne là-dessus, quoi. Que ce soit des projets internes, externes, clients ou autres, de la veille, j'en sais rien. Mais en fait, à partir du moment où la personne s'est sentie suffisamment à l'aise pour le dire, nous, ça nous permet de mettre en action ça, quoi. Et c'est ça aussi qui construit un peu le projet de carrière. Alors que si tu te sens pas à l'aise pour dire ça, en fait, tout ce qu'on peut faire, nous, c'est se baser sur ce qui est au tout début de la discussion, en fait, qui est à l'origine, tu voulais faire du front, et si jamais tu as reparlé de tes envies, et si on t'a pas mis suffisamment à l'aise pour que tu puisses le faire régulièrement, en fait, on va te laisser sur du front, alors que peut-être que t'as plus envie de faire ça, quoi. Ça crée un malaise et c'est nul. Donc, on n'en parle pas assez des gens qui veulent plus faire du front. Ouais, on n'en parle pas assez. Et même si j'ai l'impression que c'est plutôt l'inverse en ce moment, mais il y a un peu de tout. Ah, mais typiquement, tu vois, par exemple, dans une boîte comme la mobilerie qui est hyper spécialisée, ouais. En fait, ça va vite de recruter quelqu'un en dev iOS et de le laisser là pendant 10 ans. Exactement. Et du coup, c'est pour ça qu'on le fait pas. Non, mais pour la peine, c'est vraiment pour ça qu'on le fait pas et que du coup, déjà, la personne peut nous dire que en fait, faire du dev iOS ou autre, elle veut continuer, mais elle veut s'ouvrir à d'autres choses. Et pour le coup, on prend des actions pour pouvoir ouvrir à autre chose, quoi. Et c'est tout. C'est la vie. Enfin, c'est. En parlant d'actions pour ouvrir autre chose, vous faites encore les hackathons, Ouais, tout à fait. On a toujours ça qui est les Mob Days. Les Mob Days. Tout à fait. On se réunit 2 jours tous ensemble pour... Et ça, du coup, c'est des événements où tu peux essayer de bricoler des technos, faire d'autres choses. Carrément. C'est tout à fait ça, quoi. C'est-à-dire que si tu travailles toujours avec les dev iOS et que ton référent c'est l'expert iOS, pendant le Mob Days, rien ne t'empêche d'aller voir les gens qui font des flotteurs, quoi. Exactement. Et c'est un peu ce qui s'est produit cette année, où on a fait un format un peu différent, un peu en mode atelier,
conférences, etc. Là où les autres années, c'était plutôt vraiment un principe de hackathon. On avait un thème, on se réunissait en équipe, on essayait de casser le thème. Et en fait, le format qu'on a fait cette année, il a permis à certaines personnes du coup de trouver des technos qui les intéressaient, qu'ils n'avaient jamais fait. Et il y en a qui sont partis en ce moment sur ces technos-là, quoi. Ça a permis une ouverture de se dire, ah bah ce truc-là, je vais aller écouter quelqu'un en parler pendant 20 minutes, et en fait, finalement, j'aime bien, donc j'aimerais bien essayer. Et en fait, bah, ça se fait. Moi, ça me va. Bon, c'est cool. Est-ce qu'il y a une question que j'aurais dû te poser, ou est-ce que tu veux utiliser la fin pour une tribune? Une tribune, bah, j'ai pas forcément, non. Je pense pas que tu es obligé de me poser des questions. Quel est le sujet qui rend les développeurs heureux et qui est le plus sous-coté, d'après toi? Le sujet qui rend... Dont on ne parle pas assez. Dont on ne parle pas assez. En ce moment, on parle de beaucoup de choses. Je pense que c'est le côté vraiment créatif. Il y a un côté... ce qui rend les développeurs heureux, il y a plein de trucs, mais il y a un côté, ce qui rend aussi heureux, c'est de participer au processus de création, d'être vraiment intégré à fond dans le produit, dans le projet, et en fait que sur un sujet, ton avis soit vraiment pris en compte. Et typiquement, dans les petites équipes, ça se fait beaucoup, mais dans les grosses équipes, je l'ai moins vu. Il y a vraiment un côté top-down de ce qu'on doit faire, où le PO, l'UX, etc., tout le monde décide comment... Et en fait, le développeur est plus exécutant technique, même s'il va remonter les problématiques techniques, etc. Et je me dis, moi, ce que j'adore aussi, c'est participer du coup à ce process de création dès le départ, quoi. De travailler vraiment main dans la main avec les UX, main dans la main avec les PO, etc., pour que la technique soit aussi au cœur du truc, quoi. Et bah, ça, moi, ça me rend heureux, tu vois. Et je me dis, je dois pas être tout seul. Et donc, voilà, il faudrait que ça soit plus normalisé. Ce que tu décris, c'est la créativité, mais c'est aussi tout simplement de la considération. Exactement. Il y a un côté, en fait, c'est pas deux équipes, c'est une équipe, et en fait, il faut le faire jusqu'au bout, quoi. Mais je pense en plus, en tant que dev mobile, moi, mes pires expériences, c'est quand la créa elle a déjà été faite par des gens que je connais pas, je peux pas leur parler. Exactement. Et qui te demandent du pixel perfect sur des écrans responsifs. Le pixel perfect. Ouais, bien sûr. Yes. Tout à fait. Ouais. Sur des écrans responsifs, tu l'as dit. Tout à fait, exactement. Moi, je voudrais faire du liquid design, mais pixel perfect. Ouais, tout à fait. Bah, c'est possible. Je voudrais dessiner en rouge avec un crayon bleu. Oui, c'est ça. J'ai la ref, mais alors les gens... Non, mais alors du coup... sur Internet. Bah non, mais ouais. Alors, je chercherai la vidéo, je la mettrai en note. Hein. Ça marche. Mais je suis obligé. Ouais, t'as plus de choix. Ok, bah écoute, moi ça me va. J'ai envie de te poser la question que je pose à chaque fois, c'est d'après toi, dans toute cette recette qui fait que tu es heureux aujourd'hui, on a énoncé beaucoup d'ingrédients, si tu dois garder qu'un seul ingrédient qui te rend heureux, c'est quoi? Si tu dois garder qu'un seul ingrédient qui me rend heureux, c'est... qu'un seul, c'est compliqué, hein. C'est un tout. Cite les ingrédients qui te passent et à la fin tu les choisis. Ouais, on va faire ça. Il y a le côté participer du coup à comprendre le besoin et imaginer les premières briques d'une solution sans rentrer dans le détail. Ensuite, il y a le côté commencer à construire la solution et surtout donner ton avis au fur et à mesure de ce qui se passe, parce que c'est aussi ça le côté agile qui est un peu bullshité en ce moment, mais à la base c'est aussi réagir au changement au fur et à mesure, quoi. Donc c'est bien d'imaginer un truc au tout début, mais tu peux être sûr que ce que tu as imaginé va être broken très rapidement. Et ensuite il y a le côté créatif qui fait que tu donnes vie à cette imagination, quoi. Ouais. Si je devais en garder qu'un, franchement, ce serait le côté donner vie à la chose, quoi. Vraiment, modéliser la solution. Tu vois, où tu te dis, tu pars de rien et à la fin, tu as quelque chose de palpable. Et ça, c'est top, quoi. Pour moi, le numéro 1, c'est ça. En vrai, c'est assez ironique parce que pour les 3/4 des gens, le numérique, c'est pas palpable. Mais oui, alors que pas du tout. Enfin, vraiment, on donne vie à quelque chose, quoi. Alors que nous, on est trop chaud. Enfin, c'est ouf. Bon, ça me va. Merci beaucoup. Merci à toi. Pour les gens qui nous écoutent, pensez à répondre à l'enquête de We Love Devs. J'ai posé de nouvelles questions aujourd'hui parce que vous m'avez fait des feedbacks sur le sujet. Donc, on a récolté en plus sur la libre antenne Twitch en début janvier, on a récolté plus d'une vingtaine de témoignages qu'on a débriefés sur Twitch. Donc, n'hésitez pas même à venir sur Twitch si vous voulez voir à quoi ça ressemble ce que les gens mettent dans l'enquête. Quentin, tu resteras sur la section commentaires sur YouTube pour que les gens puissent te poser des questions. Si tu m'enverras si tu les rates, je te rappellerai, etc. Mais posez vos questions ou vous réagissez sur la section commentaires YouTube. Même si vous avez écouté le podcast sur Spotify, allez sur la vidéo YouTube, posez la question. Est-ce que c'est cool? Bon, top, merci à toi. Merci beaucoup, à bientôt.